Bienvenue à la gare de Saint-Gervais-le-Fayet pour ce DVD consacré au chemin de fer de montagne. Et là, vous avez sous les yeux tout le problème de la desserte de la montagne par le chemin de fer. Pourquoi? Parce que ici, d'un côté, vous avez le gabarit international, SNCF, un écartement d'un mètre 435, et là, regardez bien, de l'autre côté, vous avez un chemin de fer qu'on appelle à voie étroite, à voie métrique, qui est celui qui dessert, c'est Saint-Gervais, Valorcine, et même qui se prolonge jusqu'en Suisse, au Châtelard, autrement dit, qui dessert la vallée de Chamonix. Donc, tout le problème des chemins de fer de montagne, c'est les rampes. Oh, s'il n'y avait pas les rampes. Et là, on touche le problème majeur du chemin de fer, c'est que d'un côté, il faut très peu d'efforts pour déplacer de lourdes charges, mais dès qu'il y a une rampe, en raison de la faible adhérence, eh bien, on multiplie par 2, par 3 la charge remorquée, ce qui limite considérablement le tonnage des trains et à limiter le débit. De fait, on a cherché à avoir des chemins de fer à voie métrique, c'est-à-dire les plus étroits, pour s'insérer dans le paysage, les plus légers possibles, et pour les aider à grimper les côtes, parce que au-delà de 25 pour 1000, c'est-à-dire 2,5%, on risquait de patiner et la charge remorquée était ridicule, on a développé de nouveaux systèmes qu'on appelle la crémaillère. Or, ici, à Saint-Gervais-le-Fayet, il existe un chemin de fer géré par la SNCF, mais qui est unique au monde. Non, pas son gabarit, c'est du métrique. Les Suisses font très bien du métrique. Seulement voilà, il est capable de grimper jusqu'à Châtelard, en Suisse, en rampe de 90 pour 1000, je dis bien 90 pour 1000, c'est-à-dire 9%, sans crémaillère, simplement ce qu'on appelle en adhérence totale. Et ça reste encore aujourd'hui un record du monde. Donc, ce DVD est consacré au chemin de fer de montagne. Donc, dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Le premier film, c'est Tourisme alpin. Autrement dit, comment, à partir de la gare de Saint-Gervais-le-Fayet, on a desservi la vallée de Chamonix à l'aide de trains à gabarit beaucoup plus réduit, ce que je vous ai dit, en voie métrique. Et là, il y a 2 systèmes. Le premier, le Saint-Gervais-Valorcine, que vous voyez ici, qui lui est à adhérence totale et qui se permet d'avoir un record du monde, de pouvoir grimper des rampes de 90 pour 1000. Et le deuxième, qui est le tramway du Mont Blanc, qui lui n'est pas à adhérence totale, mais pour gravir de fortes rampes, utilise la crémaillère. Le deuxième film, le tourisme vertical. Autrement dit, comment la SNCF a permis le développement du tourisme alpin en utilisant différents modes de transport. N'oublions pas que tout de même en son temps, la SNCF fut la première agence de voyage. 4 bonus. Le premier bonus, c'est le matériel. Un nouveau matériel, vous l'avez ici, Z850. En quelque sorte, c'est la 3e génération du matériel sur cette ligne Saint-Gervais-Valorcine. Et la particularité de cette ligne, c'est tout de même que le matériel, il dure très longtemps. Je vous rappelle que la première génération, les Z200, ont fonctionné depuis le début de la ligne. La deuxième génération est apparue en 1958. Ce sont les Z600, que l'on voit encore en circulation en appoint sur la ligne et qui ont duré pendant près de 50 ans. Et il y en a une qui a parcouru près de 2 millions de kilomètres. C'est même un beau record de longévité solitaire. Et puis, à partir de 1998, 3e génération en métrique. Et les rois du métrique, vous le savez bien, ce sont les Suisses. C'est du matériel suisse extrêmement performant. 2 types de matériel. L'un qui est apte à pouvoir circuler en Suisse, c'est-à-dire il fait France-Suisse, ce sont les Z800. Et celui qui ne reste qu'en France, qui est ici derrière moi, c'est les Z850. Donc, beau panorama sur les Z850. Deuxième bonus, comment ça marche? Et là, comment ça marche? À tout seigneur, tout honneur, l'art et la manière de gravir de fortes pentes avec le chemin de fer, qui, je vous le rappelle, n'aime pas les pentes, c'est la transmission par crémaillère. Troisième bonus, comment la SNCF a permis le développement du tourisme. En quelque sorte, c'est un beau clin d'œil avec de jolis panoramas sur la montagne. Enfin, 4e bonus, un homme à métier, à tout seigneur, tout honneur, puisque nous sommes à la gare de Saint-Gervais-le-Fayet sur la ligne Saint-Gervais-Valorcine, nous avons fait le portrait d'un homme très sympathique, qui aime son métier et qui le fait dans un magnifique paysage. C'est le portrait du conducteur de la rame qui est derrière moi, Z850.
guerre 1958. Depuis 1901, le petit chemin de fer électrique à voie métrique qui relie Saint-Gervais-le-Fayet à Chamonix assure son dur travail de montagnard sans défaillance. Il fut en 1907 prolongé au-delà de Chamonix jusqu'à Valorcine afin d'établir la liaison avec la ligne suisse du Martigny-Châtelard. À cette époque, il n'existait pas de locomotives électriques capables de remorquer des trains sur des lignes équipées alternativement avec et sans crémaillère. C'est pourquoi depuis 57 ans, avec le même matériel, il est le seul en Europe à escalader sans crémaillère une rampe de 90 mm par mètre par simple adhérence de ses véhicules dont tous les essieux sont moteurs. La sécurité à la descente est assurée par un frein à mâchoire se fermant sur un rail central. Jusqu'en 1905, le service de la ligne Saint-Gervais-Chamonix était interrompu pendant l'hiver car les chutes de neige abondantes interdisaient toute circulation. Pour remédier à cet inconvénient saisonnier, il n'y a qu'une solution. Le chasse-neige qui permet de maintenir la ligne ouverte à l'exploitation toute l'année. Venant de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Strasbourg et de plus loin encore, les trains de grande ligne déposent en gare de Saint-Gervais-le-Fayet de nombreux touristes sensibles au faste de la nature ou de fervents adeptes du ski qui trouveront facilement les pentes neigeuses favorables à leur folle glissade. Mais puisque nous sommes à Saint-Gervais, il nous paraît intéressant, avant d'aller plus loin, de profiter de la proximité du TMB, tramway électrique du Mont-Blanc, pour gravir avec lui les rampes qui nous mèneront au col de Vose. Ce matériel électrique moderne possède, pour capter le courant de traction, le même pantographe que celui adopté par la SNCF pour ses locomotives à courant monophasé. Nous sommes ici dans le royaume du ski. Hissés en douceur par les remontes-pentes, sportifs qualifiés ou amateurs arrivent sans fatigue jusqu'au point de départ de leur piste favorite. Puis, une descente vertigineuse, émaillée parfois de culbutes spectaculaires, les précipitera vers la vallée. Après cette première excursion, reprenons notre tramway et redescendons vers Saint-Gervais-le-Fayet. Des quais de la gare SNCF, les amateurs de neige, sac au dos ou valise en main, armés de leurs planches et de leurs bâtons, empruntent le petit train pour atteindre la station choisie tout en admirant pendant le voyage une véritable exposition de blanc. Nous abordons ici un ouvrage d'art important de la ligne. Le viaduc de Sainte-Marie qui enjambe à 52 mètres de hauteur la vallée de l'Arve, torrent assez capricieux dont les humeurs sont fonction des neiges plus ou moins éternelles. Bon serviteur des fidèles amis de la montagne, ce petit train parcourt sans défaillance cette même voie depuis plus d'un demi-siècle et avec ce conducteur qui succède aux manettes de commande à ses nombreux camarades, admirons la résistance et la souplesse de ce matériel toujours fidèlement soumis à sa volonté et à sa vigilance. Cet arrêt nous permet de monter par le téléphérique jusqu'à Bellevue à 1790 mètres d'altitude. Quelle majesté dans le paysage qui se découvre à nos yeux sous cet aspect si nouveau.
Au terminus, les skieurs impénitents, tout à la joie de se livrer à leurs ébats favoris, foncent immédiatement vers la vallée avec l'espoir d'arriver en bas suffisamment à temps pour ne pas manquer la plus prochaine remontée du téléphérique, et ainsi de suite. Redescendus par la Benne, nous arrivons à Chamonix-Mont-Blanc par notre petit train. Le monument qui perpétue la mémoire du physicien de Saussure et du guide Jacques Balmat, qui furent les premiers à vaincre le Mont Blanc en 1786 et 1787, semble nous inviter à pénétrer dans cet indescriptible chaos de roches, de glaces scintillantes et de neiges éternelles. De la cabine qui nous emporte vers les sommets, se découvre un panorama impressionnant, toujours plus vaste, et la vallée qui se déploie sous le regard semble s'inscrire sur l'écran d'un cinémascope géant. De la terrasse ensoleillée de Plan-Praz à 2000 mètres d'altitude, on peut vérifier l'adage affirmant que le monde est bien petit. Plus haut, toujours plus haut, nous allons entre ciel et terre vers le Brévent qui dresse ses 2525 mètres d'altitude sur le versant sud de la vallée, face à la célèbre aiguille du Midi, où le plus haut téléphérique du monde permet en 2 étapes d'atteindre la hauteur impressionnante de 3842 mètres. Du Brévent, nous pouvons découvrir un spectacle si grandiose qu'il ne manque jamais d'émouvoir les moins sentimentaux. Pour garder vivant le souvenir de ce moment d'émotion, chacun tient à fixer sur la pellicule ce décor inoubliable. De là encore, une longue piste de ski parfaitement aménagée descend vers la vallée. Et c'est ainsi que nous arrivons à Chamonix, aux rues propres et dégagées. Ces jeunes personnes qui se dirigent vers la patinoire nous montreront bientôt leur talent en dessinant sur la glace de gracieuses arabesques, ou bien, après quelques pas hésitants, s'effondreront moins gracieusement avec de grands rires pour la grande joie des spectateurs. Poursuivant son voyage vers Valorcine, le petit train suit une vallée qui, après Chamonix, s'est considérablement élargie. De chaque côté de la voie, de coquets chalets dispersent quelques touches de couleur çà et là sur la blancheur de la toile de fond. Larges espaces ou étroits défilés, le paysage se renouvelle sans cesse, entretenant toujours l'intérêt des voyageurs. Après Argentière, notre train s'élance courageusement vers la rampe de 70 pour 1000 qui, après 2 km de parcours, l'amènera à la petite gare de Montroc-le-Planay. D'ici vont se répartir à travers les pentes neigeuses des environs, les skieurs entraînés, les alpinistes avertis et également les calmes promeneurs qui recherchent le repos dans le silence apaisant de cette blancheur immaculée. Mais voici que notre petit train atteint Valorcine, terminus du parcours français et gare de transit vers la Suisse. En effet, tout a une fin, même le matériel qui avait tenu avec tant de vaillance. Voici la nouvelle génération. Cette élégante et moderne automotrice fait ses premiers tours de roue, son parcours de reconnaissance et ses essais sur cette ligne qui, nous venons de le voir,
possède quelques rampes sévères. Avec l'apparition du soleil printanier, la fonte des neiges annonce le départ de l'hiver et la nature change rapidement d'aspect. Les champs de neige sont devenus de verts pâturages et les skieurs ont disparu. Le blanc n'apparaît plus que sur les plus hauts sommets qui conserveront toujours cette parure même aux plus chaudes journées de l'été. Le premier élément du nouveau train, composé de 2 automotrices encadrant une remorque, prend son départ de Saint-Gervais vers Chamonix afin de parfaire ses essais de contrôle avant sa mise en service officielle. À quelques kilomètres du départ, il se trouve tout de suite aux prises avec la fameuse rampe de Shed de 90 mm par mètre qu'il monte à la vitesse de 30 km/h alors que le matériel ancien ne pouvait gravir cette pente qu'à 12 km/h. La même supériorité se manifeste en palier, où le 40 km/h est devenu maintenant un confortable 70 km/h. Ceci se traduit par une réduction sensible de la durée du trajet entre Saint-Gervais et Chamonix, sans toutefois mettre en jeu la sécurité des voyageurs. Grâce aux moyens modernes de freinage, freins pneumatiques à sabots, freins rhéostatiques de maintien, freins électromagnétiques d'arrêt, les vitesses peuvent être sensiblement augmentées sans risque. Des essais ont été effectués dans les plus fortes rampes. Ils ont permis de vérifier l'efficacité absolue des systèmes de freinage adoptés sur ce matériel. Voilà le dernier voyage de l'un des petits trains de l'ancienne génération avant la retraite définitive. Au matériel moderne qui leur succède maintenant, il appartiendra de suivre l'exemple des 57 ans de bons et loyaux services d'une technique certes bien dépassée, mais qui a fait ses preuves. Après un voyage confortable, nous arrivons une fois encore à Chamonix. Nous allons emprunter le chemin de fer électrique à crémaillère du Mont-en-Vert pour monter jusqu'à la mer de glace et découvrir sous son aspect estival la célèbre vallée si souvent louée par tant d'écrivains comme Goethe, Dickens et Madame de Staël qui, transportés d'admiration, écrivaient « Il n'y a rien de plus imposant au monde que la vallée de Chamonix. Cette immense mer de glace qui touche à la prairie la plus riante, ce soleil qui darde sur ses cristaux sans parvenir à la fondre, tous ces contrastes forment véritablement le plus imposant spectacle que la nature ait donné à l'homme. » En quittant leur train à la station terminus du Mont-en-Vert, les touristes débarquent au cœur même de la mer de glace. La nature ici n'a rien négligé et les frais ombrages qui accompagnent le cours de ce petit torrent sont certainement les lieux de promenade de prédilection des rêveurs épris de solitude ou des touristes romantiques. De son côté, l'homme n'a pas oublié son bien-être, et si l'été la vallée noyée de soleil est chaude, une piscine parfaitement aménagée lui permet des ébats rafraîchissants. Lorsque nous regardons passer le nouveau matériel que nous continuerons à appeler le petit train de Chamonix, puisque tel est le nom qu'il porte depuis sa création,
N'oublions pas que dans l'esprit de ses réalisateurs, cette ligne devait servir de banc d'essai pour la traction électrique. Ce fut une véritable réussite, car ce banc d'essai a transporté pendant 57 ans des dizaines de milliers de voyageurs. Nul doute que la modernisation de son matériel confirmera cette réussite en permettant d'accéder plus rapidement et plus confortablement aux lieux choisis par toute une clientèle d'alpinistes, de touristes, de pêcheurs, de chasseurs ou de simples promeneurs, profitant au mieux des plaisirs de la montagne en été. Souhaitons au petit train de Chamonix de servir bien et longtemps le tourisme alpin. Été, altitude 0, 1000 km de plage, vous la connaissez, c'est la France horizontale. Été, soleil à satiété au-dessus de 1000 mètres. Altitude, c'est la France verticale. Vosges, chaîne domestiquée par les caresses répétées du temps. Jura, du bleu, du vert, tout son génie tient dans sa verdure. Alpes, les Alpes bouillonnées anarchiques de plis et contre-plis. Pyrénées, sœurs jumelles des Alpes. Massif central, terre volcanique assagie. Rouge, bleu, vert, à l'heure même en vacances, de Paris, de partout partent les trains. Mais en France, l'été, où vont donc les trains qui ne mènent pas à la mer ?
Take me where the wind's blowing wild. Show me a land in the clear morning light. Let me see with the eyes of a child. Build me a world full of peace, full of hope, where each man can walk proud and walk free. Build me a world that no frontier divides, with no walls to keep your love from me. Build me a world that no frontier divides, with no walls to keep your love from me. France verticale, vacances verticales, vertigineuses vacances. Vacances pour rêver, survoler, s'envoler, jouer à pigeon-vol. Vacances verticales, vacances à volo, vacances au fil de l'eau, eaux vives à suivre, viviers à truites, eaux captives pour joie de vivre, jeux d'eau, jets d'eau, ville d'eau. Vacances verticales, vacances pour voir, voir à perte de vue, voir à vol d'oiseau. Pour mieux voir, les chemins de fer français vous prêtent leurs trains, leurs autorails panoramiques, leurs cars d'excursion, leurs voitures sans chauffeur, leurs vedettes, leurs trains autocouchettes. Sauvage ou sophistiquée, vierge ou collet monté, la France verticale est à quelques heures de Paris en train. La France verticale, vous connaissez. Les chemins de fer français vous y emmènent demain, en été. Le chemin de fer, c'est bien connu, a une très faible adhérence. C'est son avantage, ça permet de remorquer sur le plat de très lourdes charges. Mais l'inconvénient, c'est dès qu'il y a des rampes, eh bien, la charge remorquée fond comme neige au soleil. En un mot, le chemin de fer n'aime pas la montagne. Et pourtant, avec le développement du tourisme, il a bien fallu se rapprocher des sommets enneigés aux alentours des années 1900. Et voilà pourquoi a été créée une ligne en voie métrique, Saint-Gervais-Le Fayet, Chamonix, 36 km. Voilà. Comment gravir des rampes? Deux solutions. À l'époque, on utilisait des machines à vapeur dont le temps d'air était moteur, ou bien on avait recours à la crémaillère. Seule exception, vous l'avez ici, à la Cité des Trains à Mulhouse. Enfin, c'est ce qui subsiste. La ligne, c'est un monument historique. Sur cette ligne, on a fonctionné en adhérence totale. Pas de crémaillère. Et on a gravi, et on continue de gravir, des rampes de 90 pour 1000. 90 pour 1000, c'est-à-dire des rampes à quasiment 10%. Ce qui était impossible, impensable. Eh bien, sur cette première ligne électrifiée en France, on a osé faire de l'adhérence totale et gravir ces rampes. Voilà. En 1901, on a donc mis en service les premières rames qu'on a appelées les Z200, qui étaient des rames en bois, en teck, entièrement automotrices. Vous avez ici un fourgon automoteur. Et vous allez voir la particularité. Tenez Bruno, allez, suivez-moi, venez voir. Regardez, tout y est fidèlement conservé. Les skis en bois, les sacs, la luge, les cordages, les skis. Mais le plus intéressant sur ce matériel, suivez-moi bien, c'est ce qu'on appelle la loge de conduite. Regardez, c'est une anthologie de la traction électrique. Alors, comprenons le décor. Donc le conducteur était là, et cette rame avait le rhéostat qui passait donc l'écran de chantage, et puis, originalité ici, un deuxième volant qui était pour le freinage rhéostatique. Freinage rhéostatique en avant, freinage rhéostatique en arrière. Et donc, ce matériel, qui était un matériel en avance pour son époque, a parfaitement rempli son rôle pendant près de 50 ans. Et puis, trafic augmentant, succès commercial, eh bien, de la vallée de Chamonix, on est passé à une deuxième génération entièrement métallique, qui était les Z600. Alors les Z600, ça ressemble un peu à des rames de métropolitain, des rames métalliques, beaucoup plus puissantes, dotées également du freinage rhéostatique. Et également, elles,
ont assuré bons et loyaux services pendant près de 50 ans dans la vallée de Chamonix, parcourant jusqu'à 2 millions de kilomètres. Mais succès encore obligeant, on est passé à une troisième génération qui s'appelle les Z800. Il a fallu faire un matériel commun entre la France et la Suisse, puisqu'il y a interconnexion Valorcine avec Martigny-Valorcine entre la France et la Suisse. Donc elles étaient dotées troisième rail latéral, mais également d'un pantographe pour la caténaire, doté également de freinage rhéostatique. Mais ça ne suffisait pas. Face à l'augmentation du trafic, il fallait du nouveau matériel, mais comme on n'avait pas les crédits, on a pris une autre génération de matériel, encore un peu plus puissant. Là, on est passé maintenant à 1300 kW, qui sont les Z850. Les Z850, ce sont trois éléments, les Z850. Il y a 2 remorques avec les cabines de conduite, et au milieu, l'élément intermédiaire est seul l'élément moteur doté de 2 bogies. Plus puissant, 1300 kW. Elles ne sont pas dotées de pantographe parce qu'elles sont seules aptes à circuler en France. Mais elles ont permis de doubler le débit de la ligne et surtout de doubler la vitesse commerciale. Et regardez bien, la conduite maintenant bénéficie des progrès de l'électronique. C'est presque du TGV, c'est-à-dire qu'il suffit d'afficher une vitesse et la rame va la maintenir. Mais également, regardez bien, en descente, le freinage rhéostatique. Il va maintenir une vitesse constante dans la descente et même lorsqu'on est à 90 pour 1000. Et puis ce qui est stupéfiant, c'est la puissance de ces automotrices permet de gravir très facilement et des démarrages en côte à 90 pour 1000, ce qui est un record du monde. Enfin, le dernier point sur ce matériel, qui tout de même, je voudrais dire, un peu le premier au monde, c'est cette faculté d'accélération qui vous stupéfie quand vous êtes à bord. C'est son confort. La rame est panoramique et permet de profiter de ce magnifique paysage. Alors, souhaitons longue vie aux Z850. Alors, la crémaillère, comment ça marche? Regardez, nous sommes ici à Chamonix, à la gare de départ du Montanvert, du chemin de fer du Montanvert, qui est universellement connu, même dans le monde entier, puisqu'il est plutôt connu sous le nom du chemin de fer de la mer de glace. Oui, voilà un train qui a été conçu pour être un chemin de fer de montagne pour le développement touristique de la vallée de Chamonix. Et oui, à partir du moment où le train se développait, eh bien, il n'y a plus de retenue, il a fallu grimper dans les montagnes. Mais oui, mais grimper dans les montagnes pose toujours un problème d'adhérence. On est limité, je voudrais dire, par le coefficient d'adhérence entre la roue et le rail. Et voilà pourquoi, même dès le début du chemin de fer, des Anglais ont imaginé des locomotives avec des roues dentées qui s'engrainaient sur une crémaillère le long de la voie, avec des espèces de grandes pattes qui prenaient appui sur les traverses. On avait peur que ça patine. En fait, les machines étaient capables de remorquer de lourdes charges. Mais restaient les côtes. Or, vous savez que les côtes, les rampes en chemin de fer, et regardez, vous en avez une très belle ici, au Montanvert, eh bien, les rampes, on les exprime non pas en pourcent, mais en millième. Et disons que les rampes maximales pour le chemin de fer que l'on admettait, c'était 25, 30 pour 1000. Et qu'au-delà de 60 pour 1000, ce qui est tout de même énorme, eh bien, une locomotive ne peut remorquer que son propre poids. Donc, de fait, les fortes pentes, les hauts sommets étaient interdits au chemin de fer. Sauf l'invention d'un ingénieur suisse, Riggenbach. Riggenbach qui, en 1862, a imaginé le système de crémaillère. Regardez, on avait une très belle application avec cette locomotive qui était au début du chemin de fer du Montanvert. Tenez, suivez-moi. C'est une véritable leçon de choses. On peut simplement regretter que cette machine qui était à l'origine du Montanvert, et ici il y en avait 6, eh bien que cette locomotive serve, hélas, de pot de fleurs. Il aurait bien mieux valu la garer à l'abri des intempéries. Donc, venez voir, petite explication. La pente moyenne, ici, de ce chemin de fer du Montanvert, qui part de Chamonix, en grosso modo à 1000 mètres, pour monter à un hôtel le long de la mer de glace à 1900 mètres, autrement dit, il y a 900 mètres de dénivelé sur 5 km de long, eh bien, la rampe, elle est de 220 pour 1000. Je me trompe. 200, regardez, ça c'est l'inclinaison normale de la voie ferrée. Donc de fait, entre les rails, on a placé la crémaillère de M. Riggenbach. Et cette crémaillère, regardez comment elle est entraînée. C'est une machine à vapeur, donc vous retrouvez les cylindres, les pistons, et les bielles entraînent 2 faux arbres. Vous les voyez? Ici, c'est 2 faux arbres qui sont munis de freins
à sangle pour la sécurité. Donc les bielles font tourner ces faux arbres qui entraînent 2 roues dentées et ces roues dentées viennent se prendre, on le voit là dessous, dans la crémaillère. Autrement dit, la machine est solidaire en permanence de la voie. C'est ça qui assure donc la transmission en permanence. Un dernier détail, ces locomotives, à peu près 300 chevaux, on les appelait des vaches assises. Pourquoi ? Regardez, la chaudière. La chaudière n'est pas parallèle au châssis, la chaudière est inclinée de 10%, alors que la voie est à 22%. Simplement dans le but, lorsque la machine est ici dans la gare, et les locomotives étaient garées ici dans la gare, avant le départ, eh bien la chaudière était légèrement inclinée, et lorsque le train montait, eh bien la chaudière se retrouvait horizontale. Pourquoi ? Pour éviter que l'eau ne dégarnisse le ciel de foyer, auquel cas on aurait eu la fonte des fusibles, et donc l'arrêt de la locomotive. Donc, ces locomotives ici ont fonctionné pendant près de 50 ans. Elles poussaient 2 voitures durant les 5 km, puis redescendaient et servaient, en fonctionnant à contre-vapeur, retenaient le truc. Voilà, un système donc remarquable. Et au bout de 50 ans, de beaux et loyaux services, eh bien, la relève est apparue. Il y a eu l'électrification de la ligne. Vous le voyez ici avec ce matériel qui est d'origine. Électrification 11 000 volts, courant 50 périodes. « 1954, exit la traction à vapeur et vive la traction électrique. Apparaissent des automotrices, c'est-à-dire automotrices plus remorques, dont vous voyez ici, derrière moi, un exemplaire. Elle est dans son jus d'origine, sa tanne d'origine, elle a 50 ans. C'est du matériel suisse, parce que ce sont les rois, bien entendu, de la crémaillère et du métrique, au Air Lincoln. Et elle est ici, vous voyez, dans cet atelier où nous sommes, dans l'atelier de restauration. Et oui, parce qu'au Montanvert, on fait sa propre, maintenant, sa restauration. Bon. Donc, vous allez voir la partie vraiment mécanique qui nous intéresse, c'est-à-dire la crémaillère. Donc, sous l'automotrice, vous le voyez ici, il y a 2 bogies, 1 et 2. Ce sont les bogies moteurs. Dans le bogie moteur, il y a 2 moteurs électriques. En voici un, voici l'autre là-bas. Ils sont disposés, vous voyez, longitudinalement parlant. Ils sont parallèles à l'axe du châssis, alors que d'habitude, dans les locomotives électriques, ils sont perpendiculaires. Mais la suite est intéressante. Donc vous reconnaissez ici, regardez, vous voyez le collecteur, on a envoyé les charbons, mais. Le moteur électrique entraîne par un arbre de transmission qui arrive ici avec un couple conique, un renvoi d'angle. Il entraîne, vous voyez, la roue dentée, la crémaillère. On retrouve le même principe que celui à vapeur. Et puis ici, le tambour avec le frein à sangle pour le frein de sécurité, le frein d'immobilisation. Alors, puissance de cet engin, c'était quasiment le double de loco à vapeur. Les locos à vapeur, c'était à peu près 300 chevaux. Là, on est à 640 chevaux pour les 2 bogies. Vous voyez, on a doublé. Mais surtout, on a augmenté le débit de la ligne, on monte 2 fois plus vite, on met 2 fois plus de monde, et puis surtout, il faut reconnaître que ce matériel moderne, eh bien, c'est un gage de sécurité, ce qui est extrêmement important pour les chemins de fer de montagne. Donc, voilà un matériel qui fonctionne depuis 50 ans et qui donne toute satisfaction. C'est des machines qui ont aujourd'hui 50 ans, qui ont pas loin de 500 000 km. Et puis vous voyez dans quel état elles sont. C'est vraiment de la mécanique de précision. Ces machines, elles ont 10 km de voie, elles s'arrêtent toutes les 5-6 minutes, elles font des démarrages en côte, elles ont une crémaillère qui secoue, qui donne des vibrations dans les roulements, ce qui fait que c'est quand même une mécanique qui est très soumise. Donc voilà pour la partie électrique. Et au Montanvert, donc, il y a 6 coupes automotrices plus remorques qui assurent un service, je voudrais dire, impeccable. Mais ici au Montanvert, on a le souci, je voudrais dire, du patrimoine. Autrement dit, on veut préserver ce qui est, j'oserais dire, l'histoire de cette vallée de Chamonix. Un exemple, là où je me trouve, il y avait les machines à vapeur, et là, il y avait les tas de briquettes, ces fameuses briquettes. Et puis regardez, on a conservé, là, la manche à eau pour alimenter en eau les locomotives Tandem. Donc, on préserve ce patrimoine. Et ce qu'il y a d'étonnant, eh bien, c'est que le directeur de l'établissement, regardez bien, a retrouvé du matériel d'origine qu'il conserve jalousement à l'abri des intempéries, là-bas, dans un atelier.
C'est les voitures qui ont tourné sur le chemin de fer du Montanvert, qui sont restées pendant un grand nombre d'années dans des hangars. Et on a réussi à les récupérer, j'en suis très fier, oui. Le plus simple, c'est que je vous montre, regardez. Regardez, toutes ces poignées en laiton, avec les fermetures qui marchent, les poignées, les rideaux. Vous avez les rideaux d'origine, vous avez les banquettes en bois qui se lèvent, vous avez les porte-bagages, vous avez encore le règlement de 1901 que vous avez là, qui est d'origine, qui a des chemins de fer touristiques. Vous avez tout marche, l'éclairage, vous avez l'éclairage d'origine qu'il y avait. Vous avez les banquettes, c'est un coup de nettoyage, de peinture. On lève les caisses, les bogies, on fait une grande visite, on refait les pattes d'oie sur les coussinets en bronze et tout ça, c'est super à faire. Et puis hop, on repart. Voilà la vapeur numéro 7, la dernière qui a tourné sur le Montanvert et que nous venons de récupérer en même temps que les remorques que vous venez de voir. Et je pense qu'on arrivera à la remettre en route un jour, on va faire tout ce qu'il faut pour la remettre en route. Est-ce qu'elle est en bon état? Alors quand elle est partie, elle marchait, elle avait des travaux à faire à la chaudière. Elle n'a pas bougé. La personne qui l'avait prise, vous voyez, regardez, les bielles sont toutes graissées. Ça n'a jamais bougé. Ça, c'est de la graisse, ça. Vous voyez, c'est de la graisse. Ah, le mécanisme est intact. Le mécanisme est intact. Pour moi, la chaudière va être à refaire. Mais vous savez, on a beaucoup d'amoureux de la vapeur en France, des gens qui sont très forts et qui sont déjà venus la voir et nous ont dit, votre chaudière, on la sauve. Un dernier détail pour vous montrer combien ce chemin de fer du Montanvert est vital pour l'activité économique de la vallée de Chamonix, c'est ce que vous venez de voir et qui est derrière moi, cette espèce de train de service qui dessert l'hôtel situé à 1900 mètres d'altitude au pied de la mer de glace. Et vous avez vu que ce petit train, il a d'abord une voiture voyageur pour la relève du personnel, évidemment d'hôtel. Il y a un fourgon pour les poubelles et monter également les vivres. Et puis, troisièmement, à l'intérieur, il y a des réfrigérateurs alimentés en courant électrique de façon à assurer la chaîne du froid. Avouez que c'est tout de même un paradoxe lorsque l'on monte en altitude. Un jour, je vous parle de longtemps, un jour Guillaume était sur son char, traîné par des bœufs. Soudain, Guillaume se prit à rêver de la France et du XXe siècle. Bientôt, il se retrouva dans un train de la SNCF, bercé à 100 à l'heure, sur un lit moelleux. En rêve, on retrouve toutes les joies de la réalité. C'est bien plaisant d'être un fantôme d'un autre âge, on ne se gêne pas pour vous. Venu de son siècle lointain, Guillaume découvrait le confort des wagons-lits. Des lits où l'on se sent si bien qu'on aimerait se relever la nuit pour se regarder dormir. Ici, le voyage fait déjà partie des vacances. Où vont-ils donc, ces bienheureux dormeurs? Soudain parut un portrait, celui de la France. La France et ses 5 massifs montagneux, les Vosges, le Jura, les Alpes avec le Mont Blanc, le Massif central, les Pyrénées. De quoi jouer aux 4 coins au paradis des sports d'hiver. Pour découvrir ce paradis, prenez le train, faites-lui confiance, il en connaît le chemin et même le chemin de fer par cœur. Guillaume avait débarqué, sans crier gare. En quoi il avait tort, car justement il se trouvait dans une gare. Voyageur, parmi tant d'autres. Mais lui toujours invisible, ce qui est bien commode pour aller au renseignement. Être invisible, c'est bien commode encore pour réserver sa prochaine chambre d'hôtel. Ou pour s'offrir, sans le payer, un cadeau à soi-même, pour lire gratuitement un journal. Par contre, pour se faire servir à déjeuner, être invisible, c'est pas pratique. La montagne, superbe, elle, a choisi d'être présente partout. Les autocars vous conduiront à votre station bien vite, autant que vous, ils sont impatients d'arriver. La neige elle-même, empressée, vient au-devant de vous.
France des sports d'hiver vous offre 130 stations, charmant village posé sous et dans la neige comme une tête au creux d'une épaule. 130 stations dont certaines sont les plus hautes et les plus modernes d'Europe. Avant d'escalader, vous pouvez descendre à l'hôtel. Votre chambre donne sur la montagne, comme la montagne donne dans votre chambre. La France des sports d'hiver vous offre des hôtels à la portée de toutes les bourses et de tous les sommeils. Venu en char à bœuf, Guillaume se sent soudain moins démodé. Des vacanciers viennent de tous les pays du monde. Dans nos stations, on sait hiverner dans toutes les langues, même en français. On chausse les skis et en avant pour l'aventure blanche. Les plus hauts sommets sont là tout près. Les stations sont si bien équipées, comme toutes les stations françaises, où l'on compte plus de 1000 remontées mécaniques. Guillaume aussi sera à la hauteur. Il y a en plus les télébennes, les télésièges, les téléskis. Les enfants eux-mêmes ne craignent pas d'emmener leurs parents. Ces mécaniques s'inscrivent très bien dans le paysage. On croirait l'ombre d'un hanneton géant. Non, c'est l'ombre du téléphérique. Pour Guillaume, c'est téléphérique. La neige règne ici de toute éternité. Elle est restée vraiment très fraîche pour son âge. Le ski est un sport passionnant. Les enfants sont souvent très doués. Chaque saison, les stations françaises révèlent de petits prodiges, des Milou Drouet du Christiana et des Mozart du slalom. Les pistes balisées, les écoles de ski font découvrir les joies du sport d'hiver. Avec son ballon ovoïde, ici le rugby est un œuf à la neige. Des corolles fleurissent le ciel. Vous pouvez vous initier à l'art du parachute. S'il convient en montagne de bien tenir debout, il importe aussi d'apprendre à bien savoir tomber. Chaque station française a sa fête folklorique, renouvelée, inspirée des Jeux du Carnaval. Tout le monde participe, même les moniteurs et les champions. Soudain, Guillaume se sent moins déguisé. Après tant de courses en montagne, après tant de sports, après s'en être tant donné, c'est encore du bonheur que de retrouver son hôtel. Comme a dit Paul Morand, on ne va jamais chercher trop loin le plaisir de rentrer chez soi. D'autant que la fameuse cuisine française a veillé sur votre dîner. Ce soir,
L'illustre fondue savoyarde est au menu, un plat régional délectable, bien pratique pour se faire des relations nouvelles. Guillaume est perplexe. Ignorant la fourchette, il mange encore avec ses doigts. Et dame, la fondue, ça vole. Et puis, feu de bois et champagne, 2 pétillements valent mieux qu'un. Cependant, les amoureux de la nuit allument dans la montagne un balai de lumière. Définitivement acquis à notre civilisation des loisirs, Guillaume a découvert tout seul, d'instinct, le chemin de la dernière escale de la soirée. Après le ski, le whisky. Tout est mis en œuvre pour vous faire attendre plus patiemment l'instant de rechausser vos skis. Dans les stations de sport d'hiver françaises, sans même qu'on s'en aperçoive, les nuits succèdent aux jours et les jours suivent les nuits. Il faut bientôt songer à quitter ce paradis. Vous ne perdrez pas une seconde de neige grâce au train de nuit qui économise les jours. En couchette, on rêve à 100 à l'heure. On n'a pas l'impression de rentrer, mais de repartir en vacances. Guillaume, lui, est déjà retourné dans son siècle. Et il espère bien qu'une vie future lui fera retrouver les vacances d'hiver en France. « 18 923, autorisation Saint-Gervais-Chais de 903. Il vient juste de commencer à pleuvoir, donc avec les résidus de l'usine qui se déposent sur le rail plus la pluie, bon, on patine, ouais. Donc on sable. Et là vous êtes en mais là ronde, c'est bon, là on ouais. est en ronde. 90 pour 1000, ouais. Ouais, 19%. Mais ça grimpe. Bah, parfois, surtout en hiver, on n'arrive pas à monter. C'est-à-dire elle patine. Elle patine et comme c'est électronique, ben, les machines, au bout d'un moment, elles refusent de monter, ça arrête. Alors qu'est-ce que l'on fait? Ben, généralement, on change de bout, on redescend à Chède. Alors soit le chasse-neige il passe, ce qui m'est déjà arrivé un hiver, donc il remet la voie en état et on arrive à remonter. Ou soit ça s'est toujours passé comme ça, j'ai toujours réussi à monter la deuxième fois. Avec le manipulateur, c'est la machine qui gère. Je lui ai demandé une certaine vitesse et elle fait en sorte de respecter la vitesse. Une fois qu'elle est sur cette position, ça régule tout seul, en freinage ou en traction, si je suis sur traction. Là c'est une fonction de métro que vous faites finalement. Un peu, oui. Tram-train. Oui. Donc c'est la particularité, c'est un arrêt facultatif. C'est un arrêt sur demande, uniquement. Donc soit on me demande l'arrêt dans le train en appuyant sur le bouton qui est près de la porte, ou bien sur le quai, les gens font signe. « 1923 à Servoz. 18 923, autorisation Servoz, Les Ouches 839.
Qu'est-ce qui s'est affiché là? Qu'est-ce qui s'est affiché? C'est mon numéro d'autorisation. D'accord. Autorisation de départ. La ligne peut être gérée par 2 postes au PC Éclair. Donc il y en a un qui va gérer tout ce qui est les trains qui sont sur le haut de la vallée et un autre au PC Éclair qui va gérer les trains sur le bas de la vallée. Donc ils ont chacun un canal. Mais sinon c'est magnifique. On voit pas mal de gibier sur la ligne, beaucoup de biches surtout, des faons, des chevreuils, sangliers plus rarement. Donc là, vous devez laisser passer le copain, ou le copain Oui. va vous laisser passer. Oui, on croise, donc lui il a attendu pour nous laisser passer. Chamonix, là c'était une gare importante tout de même, vu avec Passe. le nombre de voies. Avec Saint-Gervais, c'est la plus grande gare, voie métrique de la ligne. Allez, fermeture, verrouillage de porte et service commercial achevé. Roule bien. Salut! Il n'y a plus de traction, ça descend, c'est Newton qui conduit, j'oserais dire. Pratiquement, sauf dans les gares pour la remise en vitesse. Je ralentis pour faire ma zone à 40. La rame a l'air d'être très nerveuse, elle réagit très vite à l'accélération. Oui, beaucoup plus que l'autre matériel dont j'utilise, les Z800 ou les Z600. Et de plus, elle est plus légère. Elle fait 77 tonnes contre 80 tonnes pour les Z800. Vous semblez regretter le vieux matériel. pour Ouais, la j'ai conduite. roulé, j'ai quand même roulé régulièrement pendant plus de 15 ans avec. Donc il y a une petite nostalgie. On a un autre système de vitesse, c'est le système Integra. Je vais l'utiliser là parce qu'on arrive. Qui me valide une vitesse à 35. Donc je me mets au-dessous de 35. Parce qu'il faut être à la bonne vitesse pour pouvoir valider. Et ensuite il faut valider entre les deux pancartes. Là c'est bon. On valide la vitesse. On pourra le refaire après sur la 90. Et la machine elle se débrouille maintenant. Quel que soit l'endroit où on est sur la ligne, si on appuie sur le bouton, il faut être déjà à 35. Si on est au-dessus de 35, elle va s'arrêter toute seule. Donc si on est au-dessous de 35, si on appuie dessus, la machine calcule 100 mètres. Et au bout de 100 mètres, si elle n'a pas rencontré les balises, elle s'arrête.
accélération. Je veux conduire les trains depuis l'âge de 5 ans. Donc je suis rentré à la SNCF pour conduire des machines à vapeur. Mais malheureusement, il n'y en avait plus. Donc j'ai fait de l'électrique. Et après, j'ai été muté à Saint-Gervais. Et puis j'ai découvert la voie métrique. Oui, depuis 2 ans, oui. C'est moi je fais que de la voie métrique et j'espère finir sur la voie métrique. Avant, on était toujours à Saint-Gervais, mais j'allais également jusqu'à Chambéry. On avait la double casquette, voie normale, voie métrique.